Elle est l'une des figures majeures de la transition énergétique en France. À 51 ans, Catherine MacGregor est l'une des 3 femmes patronnes du CAC 40. Après avoir passé sa carrière d'abord sur les plateformes pétrolières au milieu des océans, elle est aujourd'hui à la tête d'Engie, le fournisseur historique de gaz en France, anciennement connu sous le nom de GDF Suez. Engie est aujourd'hui présent dans 31 pays. Le groupe est le 2e fournisseur d'électricité en France, le 1er fournisseur de gaz et le 1er opérateur éolien et solaire. Engie s'est d'ailleurs donné comme mission d'être leader dans la transition énergétique pour répondre au défi le plus important de ce siècle, celui du changement climatique. Dans cet épisode du podcast, Catherine MacGregor, la directrice générale d'Engie, répond à mes questions. Il faut arrêter de raconter des histoires aux Français. Catherine MacGregor, Gaspard. elle pose une question au fond fondamentale. Pourquoi ? Bonjour Catherine MacGregor. Bonjour Gaspard. Vous êtes inquiète ? Alors, pas inquiète, disons plutôt déterminée. Parce qu'en fait, quand on est une chef d'entreprise, on a plutôt envie d'être dans l'action. Vous êtes dans l'action. On veut être dans l'action et on peut encore changer les choses. Et c'est cette conviction, en fait, qui me meut. Si je vous pose cette question, Catherine MacGregor, c'est parce que moi, je suis inquiet. En tout cas, je suis anxieux. Je suis anxieux parce que, en préparant cette interview, j'ai lu ce rapport du CITEPA, que vous connaissez certainement. Pour rappeler simplement à celles et ceux qui nous écoutent, le CITEPA, qui est un organisme indépendant à but non lucratif, qui est chargé d'évaluer l'impact des activités humaines sur le climat. Et dans ce rapport, il y a une première bonne nouvelle. Cette première bonne nouvelle, c'est de dire que les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 2,7% en France en 2022 par rapport à 2021. Alors, on pourrait se réjouir de cette nouvelle. On a diminué nos émissions de gaz à effet de serre de 2,7%, sauf que dans les faits, c'est encore 2 fois trop lent. Et quand on ouvre ce rapport, dès la première page, on peut lire les émissions de l'industrie de l'énergie, dont Engie aujourd'hui est un acteur majeur, ont, elles, augmenté en 2022 de 4,9%, alors que tous les indicateurs nous disent qu'on doit baisser nos émissions de gaz à effet de serre à l'année au minimum de 5% au global. Celle de votre secteur augmente de 5%. Ça ne va pas dans le bon sens. À qui la faute ? Pourquoi ? Alors, parce qu'on n'est pas en avance. On n'est pas en avance. Il faut effectivement cette transition énergétique. On utilise ce mot pour dire, en fait, effectivement, l'énergie, elle joue un rôle primordial dans les émissions de CO2. Et 2, le moyen de produire cette énergie, en fait, il faut le transformer afin de réduire les émissions liées au secteur. Mais pourquoi les émissions augmentent dans le secteur ? Alors, en 2022, c'était vraiment une année très particulière parce que, comme vous savez, la guerre en Ukraine, une année post-Covid, donc vous avez des effets un petit peu hors normes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de charbon dans le mix énergétique, si vous me pardonnez l'expression. Oui. On a encore du gaz, on a encore du pétrole. Et donc, il faut qu'on avance et qu'on développe, bien sûr, les énergies bas carbone. Donc, le renouvelable en particulier, les gaz verts. Et je suis sûre qu'on va en parler parce que c'est des sujets. Mais c'est vraiment ce travail sur la transition énergétique qu'il faut qu'on fasse tous ensemble pour décarboner les systèmes énergétiques d'aujourd'hui. Vous le disiez, quand on lit le rapport aujourd'hui, on voit qu'on a dû réouvrir une centrale à charbon en particulier parce qu'on était en incapacité de faire du nucléaire. Engie, aujourd'hui, en France, ne fait pas de nucléaire. Pourquoi ? Oui, alors là, vous faites vraiment des raccourcis. Ce qui s'est passé en 2022, c'est qu'on a eu un système énergétique qui a été mis sous tension pour plusieurs raisons. D'abord, évidemment, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui fait que le gaz russe n'arrivait plus ou en quantité beaucoup plus limitée en Europe. Donc ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, le parc nucléaire français lui-même a eu des problèmes opérationnels qui fait qu'effectivement, sur le système, sur la plaque européenne, il a fallu faire appel un peu plus qu'avant à des centrales à charbon et donc effectivement augmenter les émissions en tant que système. Donc, on a eu des effets différents, en fait, qui se sont mis ensemble et donc qui ont eu un effet négatif. Mais il ne faut pas tout mélanger. Alors, il y a certains pays qui font le choix d'arrêter le nucléaire, comme l'Allemagne. Et puis, bien sûr, la France, qui a une filière nucléaire forte et qui est en train de relancer, puisqu'elle avait été mise sur pause.
Quant à Engie, parce que vous m'avez votre regard là-dessus sur le nucléaire. Alors, le nucléaire, c'est une énergie a priori bas carbone qui a ses forces et ses faiblesses. Et c'est bien sûr comme toute technologie. Vous m'entendrez souvent dire chez Engie qu'il ne faut pas être dogmatique, il ne faut pas opposer les technologies bas carbone entre elles. Parce qu'en fait, on va avoir besoin de toutes les sources d'énergie possibles bas carbone. Donc, pour ceux qui ont fait le choix de faire le nucléaire, ils font le nucléaire. Nous, Engie, on a décidé de se concentrer sur les énergies renouvelables, électricité et gaz, et c'est vraiment nos priorités en termes de croissance. Pour revenir quand même sur le cœur du sujet, selon vous, est-ce que le secteur de l'énergie va enfin réussir à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre l'année prochaine? Honnêtement, parler d'une année de l'une à l'autre, ça dépend tellement de facteurs exogènes, externes. Par exemple, s'il fait très froid ou s'il fait très chaud, vous pouvez avoir les émissions. Donc, c'est un petit peu difficile à dire d'une année sur l'autre. Mais on arrive aujourd'hui, naïvement, à avoir une tendance globale qui se dessine sur ces 10 dernières années? Mais avec les développements des énergies renouvelables, bien sûr qu'on va limiter les émissions de CO2. On va baisser, on ne va pas limiter, on va baisser les émissions de CO2 liées à l'énergie en développant les renouvelables massivement. Et le rythme de développement des renouvelables a augmenté de manière significative. Et donc, on est en train, en fait, de construire le système énergétique de demain. En préparant un petit peu cette rencontre, j'ai discuté avec des Français un peu représentatifs de tous les âges, de tous bords, de toutes origines. Et ces derniers, en fait, avaient une connaissance plus basse que ce que je pensais sur les sujets de l'énergie. Moi-même, j'ai dû bosser pour pouvoir arriver ici préparé. J'aimerais vous proposer simplement de répondre à ces quelques questions en rafale pour être certain qu'on resitue bien qui vous êtes et ce que fait Engie. Vous êtes prête? Allez. C'est quoi Engie? Alors, Engie, c'est un énergéticien de premier plan. Qu'est-ce que vous produisez chez Engie? Alors, on produit de l'énergie renouvelable, électricité et gaz. On transporte et on stocke de l'électricité et du gaz. Et on fournit de l'énergie, souvent de l'électricité et du gaz, à nos clients, que ce soit nos clients particuliers, nos clients entreprises, industries, collectivités. Beaucoup de Français confondent encore aujourd'hui Engie, EDF, Enedis. C'est quoi la différence entre les trois, si vous deviez l'expliquer simplement? Mais moi aussi, on me demande souvent si Engie fait partie du groupe EDF, alors que non, pas du tout. Engie est une entreprise privée, concurrente d'EDF sur un certain nombre d'activités. On a notre spécificité, bien sûr, on a une historique de gazier, et puis ce gaz, bien sûr, qu'on va décarboner au fil de l'eau. Donc, on est différent d'EDF. Quant à Enedis, alors Enedis est une filiale d'EDF qui s'occupe de la distribution d'électricité et qui nous aide beaucoup pour raccorder nos projets de renouvelables au réseau. Vous êtes une entreprise privée ou publique? Alors, on est une entreprise privée. L'État est actionnaire à hauteur d'environ juste en dessous de 24%. Nos capitaux sont détenus par l'État. Mais nous sommes une entreprise privée. D'ailleurs, contrairement à EDF, qui, comme vous savez, a été renationalisé récemment. Il y a une notion dont on va sûrement pas mal parler au cours de ce podcast, c'est celle du mix énergétique et du mix électrique. Comment vous l'expliquez très simplement? Le mix énergétique, ça représente l'ensemble des moyens de produire de l'énergie dans un pays ou dans une région donnée. C'est ça le mix énergétique. Et le mix électrique, c'est la même chose, mais plus spécifiquement pour la production d'électricité. Justement, en parlant de ça, on voit qu'on a 67% de nucléaire, 8% d'éolien, 2,5% de solaire, 13% d'hydraulique, 7% de thermique et 1,9% de bioénergie. Si vous vouliez en faire augmenter sur ce graphe, ce serait lesquels et pourquoi? Éolien et solaire, bien sûr, pour remplacer en particulier le thermique, parce que éolien et solaire sont relativement faibles. Il y a un potentiel significatif encore en France qu'il faut aller les chercher. Le parc nucléaire est un parc magnifique mais vieillissant qu'il va falloir rénover, mais il va falloir qu'on complémente cette portion-là avec plus d'éolien et plus de solaire. Et est-ce que les ENR seront suffisantes pour complémenter? Ah oui, absolument. Nous, on en est absolument convaincus. Ça va faire partie de plus en plus du mix énergétique français. Quand vous regardez et vous comparez avec d'autres pays, c'est une portion qui est relativement faible, donc on va pouvoir l'augmenter. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les acteurs et puis le gouvernement sont très allants sur le développement des renouvelables comme complément du nucléaire, qui est bien sûr une tradition française.
Peut-être juste un point pour rappeler que l'éolien, il y a deux sortes d'éolien. Il y a l'éolien terrestre et puis l'éolien en mer, offshore. L'éolien offshore en France est très peu développé. Aujourd'hui, on a un seul parc. La France a un seul parc en opération. Et donc, là, un potentiel significatif qu'il faut aller chercher. Qui est détenu aujourd'hui par EDF, si je ne dis pas de bêtises. Alors, EDF opère un parc. Engie en a 2 en cours de développement. Ça prend combien de temps de faire sortir un parc éolien offshore comme ça ? Beaucoup trop long aujourd'hui en France. Pour des raisons, c'est une industrie émergente, naissante, assez nouvelle. Donc, nous, nos projets, on les a commencés à peu près en 2011 et on va commencer la construction seulement cette année. Donc, vous voyez, ça prend très longtemps. Tout l'enjeu, bien sûr, c'est de raccourcir ces délais, d'aller plus vite. Et on peut le faire, on peut s'en donner les moyens. Il va falloir vraiment accélérer dans l'éolien offshore. Ce que je vous propose maintenant, Catherine MacGregor, parce qu'on n'a pas la chance de rencontrer une directrice du CAC 40 tous les jours, j'ai proposé à mes abonnés de nous laisser des messages pour pouvoir s'adresser directement à vous. Et donc, on a créé un petit répondeur avec différents messages. Je vais vous les passer si ça vous va. Allez. Engie, vous mettez l'accent sur les énergies renouvelables et votre plan climat annonce une ambition net zéro carbone d'ici 2045, ce qui est un pas important vers la transition. Mais malgré ces premiers engagements, votre activité première et principale reste le gaz. À ce sujet, Reclaim Finance et d'autres ONG rappelaient que, premièrement, malgré des investissements importants dans les ENR, vous n'avez pas renoncé au développement de nouvelles centrales à gaz. Enfin, Engie n'est toujours pas aligné sur une trajectoire à plus 1,5 degré, mais plutôt à plus 2 degrés. Aucune date de sortie du gaz fossile n'a été annoncée, et le respect de vos propres engagements ne saurait être vérifié sans plus de transparence sur l'évolution du mix énergétique et vos objectifs. 2 choses qui ont été également demandées par vos actionnaires en avril dernier. Ce message, Catherine MacGregor, c'est celui d'une activiste. Cette activiste, elle s'appelle Stécie Algrin et elle pose une question, au fond, fondamentale, qui est comment on change la raison d'être d'un groupe qui, initialement, fait du gaz fossile, qui a un impact aujourd'hui sur le réchauffement climatique. Comment on change ça ? Comment on change l'ADN complète d'un groupe pour pouvoir devenir un leader des solutions plutôt que du problème ? Alors, d'abord, on ne se renie jamais. On a été gazier et on pense qu'on va le rester très longtemps. En revanche, ce gaz, aujourd'hui du gaz fossile, on va le remplacer par du gaz qui ne sera pas du gaz fossile. Ça va être du biométhane, de l'hydrogène ou des dérivés de l'hydrogène. On pense qu'en France, à l'horizon 2030, le biométhane, ça représentera à peu près 20% de l'ensemble du gaz naturel ou du gaz consommé en France. 20%. Aujourd'hui, ça représente combien ? Aujourd'hui, c'est quelques pourcentages. Donc aujourd'hui, c'est petit, mais à 2030, on pense que ce pourcentage, il va augmenter jusqu'à 20%. Donc vous voyez que c'est significatif. On n'est pas dans un fantasme biométhane. Non, j'insiste parce que en fait, quand on parle de biométhane, les gens disent « Ah oui, mais le biométhane, ça émet du CO2 ». La grosse différence entre biométhane et le gaz fossile, c'est qu'il y en a un qui émet du CO2 qui est déjà dans l'atmosphère, biométhane, et donc vous n'avez pas un impact additionnel, alors que le gaz naturel, qui est enfoui dans les réservoirs, quand vous l'amenez à la surface et que vous les brûlez, vous rajoutez du CO2. Et c'est comme ça qu'on va décarboner et atteindre nos objectifs. Donc moi, je ne suis pas contente quand on nous accuse de ne pas être rigoureux, parce qu'en fait, on est extrêmement rigoureux à la fois dans la manière qu'on fixe nos objectifs et puis la trajectoire pour y arriver. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a dit, aujourd'hui, on n'est pas prêt à s'engager sur une trajectoire à 1,5, mais bien sur une trajectoire bien en dessous de 2, well below 2, c'est un anglicisme, pardon, mais qui nous permet, brique par brique, de construire cette trajectoire et de se dire que nos objectifs, ils sont à la fois ambitieux, mais surtout réalistes. Et pourquoi réaliste, c'est important, Gaspard ? Pourquoi ? Parce que si on commence à faire des choses qui sont trop drastiques, trop ambitieuses, pas réalistes, le prix de l'énergie va exploser. Et qu'est-ce qui se passe quand le prix de l'énergie explose ? Les gens, ils protestent. Ils disent, ça suffit, on n'en veut pas de cette transition énergétique. Catherine MacGregor, désormais, j'aimerais vous proposer une expérience, celle de défendre l'indéfendable. Je vais commencer une phrase et je vous laisserai la terminer. Continuer à investir dans les énergies fossiles, c'est surtout une espèce en voie d'extinction. Certains de vos concurrents continuent d'investir dans les énergies fossiles, dans des projets d'énergie fossile, pas toujours d'ailleurs en Europe, ça se fait, on a parlé récemment dans l'actualité du scandale autour de l'ICOP. Est-ce qu'aujourd'hui,
Vous êtes en accord avec ça? Est-ce qu'aujourd'hui, Engie, d'ailleurs, continue d'investir dans des projets d'énergie fossile? Nous, on ne produit pas d'énergie fossile aujourd'hui. On produit ni pétrole, on produit ni gaz fossile. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on transporte du gaz, puisqu'on a ces réseaux magnifiques. On a 255 000 kilomètres de réseaux en France qui transportent du gaz, mais ce n'est pas nous qui le produisons. Donc aujourd'hui, en fait, on n'a pas de projet de développement, de production de gaz et encore moins, bien sûr, de pétrole. Avoir un parc éolien dans le champ d'à côté, c'est bon pour la planète. Mais vous comprenez ces Français qui râlent, qui ne sont pas contents. Et une enquête de l'Ipsos nous dit que 51% des Français pensent qu'il faut stopper la construction d'éoliennes en France. Donc on peut dire que la majorité des Français aujourd'hui ne sont pas d'accord avec le fait que vous investissiez en masse dans l'éolien aujourd'hui. Bon, alors moi, j'ai entendu tout et son contraire sur ce sujet. J'ai d'ailleurs vu des sondages qui étaient plutôt assez positifs et que les Français, en fait, aimaient bien les énergies renouvelables. Après, bien sûr, c'est qu'il faut impliquer les citoyens concernés par ces éoliennes. Et en fait, nous, on a une grande expérience. On est le premier opérateur dans l'éolien et dans le solaire en France. Je ne sais pas si vous le savez, c'est important de le souligner. Et honnêtement, c'est extrêmement important, c'est critique. On ne va pas pouvoir se passer d'éolien. En fait, il ne faut pas mentir aux gens. Il ne faut pas leur raconter des histoires. On ne peut pas aujourd'hui arriver à boucler la neutralité carbone, la souveraineté énergétique, le fait d'avoir une électricité abondante et bon marché, enfin abondante et abordable, sans passer par un développement intensif, accéléré des énergies renouvelables. Il faut arrêter de raconter des histoires aux Français. Le nucléaire va jouer un rôle, mais on ne peut pas juste faire le nucléaire. Et donc, l'éolien va faire partie de ce mix énergétique, pour réutiliser mon expression. On ne va pas faire sans. Et par contre, bien sûr, il faut faire des bons projets. Des projets qui soient le plus acceptés possible. Les super profits en temps de crise sont absolument... Alors, pour un groupe comme Engie, c'est une chance pour accélérer la transition énergétique. C'est aussi quand même le résultat d'un travail incroyable des équipes d'Engie. On a des collaborateurs qui ont travaillé d'arrache-pied, en particulier pendant la crise énergétique. Mais j'aimerais que vous m'expliquiez, parce que en faisant mes recherches, alors peut-être que j'ai mal compris, mais que je lis que vous avez reversé 65% du résultat net aux actionnaires. Chez Engie, on a compté plus de 5 milliards de bénéfices sur 2022. C'est un bénéfice qui est record dû à la flambée des prix. Aujourd'hui, il y a 3,4 milliards d'euros versés pour les actionnaires. Selon vous, c'est juste? Est-ce que vous comprenez que certains Français trouvent ça peut-être, je ne sais pas si le terme c'est indécent, mais en tout cas peut-être problématique par rapport à l'urgence, quand on sait particulièrement aujourd'hui qu'il y a des Français qui ont du mal à se chauffer ou alors qui subissent très fort ces montées des prix de l'énergie. Les chiffres dont vous parlez, il faut les mettre en regard de nos investissements. Dans la prochaine période, Engie va investir en investissement de croissance seulement entre 22 et 25 milliards d'euros, dont à peu près la moitié sur les énergies renouvelables. Donc, c'est des investissements colossaux qu'il faut bien sûr remettre en perspective et qui sont très importants. Après, les situations des clients, et j'en ai parlé un peu tout à l'heure, on a évidemment pris un certain nombre de mesures l'année dernière pour nos clients. Oui, lesquelles justement? Notamment les clients précaires. On a pris des mesures pour aider nos clients précaires. On a fait des abondements sur les chèques énergie. On a beaucoup travaillé sur les clients qui, pour des raisons, soit elles ne rentraient pas dans le bouclier, soit il y avait des problèmes de mensualisation, donc avec des rectifications de factures compliquées. Donc là, on travaille, j'allais dire, c'est presque du travail sur mesure, où on essaye avec nos équipes d'être le plus possible au cas par cas, le plus près des situations particulières qui souvent ont besoin d'une solution particulière. Catherine MacGregor, merci. On arrive tranquillement à la fin de ce podcast. J'aimerais instaurer une tradition, malgré le fait que voilà, on ait eu un débat, peut-être même quelques désaccords de fond. J'aimerais vous offrir un petit quelque chose. Alors, c'est pas grand-chose. Et vous allez me dire si ça vous parle ou pas. Alors, il faut que j'ouvre. Bah oui, c'est le principe. Il faut que j'ouvre. Est-ce que ça vous parle ou pas? Don't Look Up. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu.
Absolument, je l'ai vu. Alors, je me suis dit que l'anglais ne serait pas un problème pour vous. C'est le scénario de Don't Look Up, pour le resituer, qui est un film d'Adam McKay, un film qui raconte le déni de certains responsables politiques, médiatiques, économiques, à travers un parallèle intéressant, une comète qui vient s'écraser sur Terre. On ne peut pas s'empêcher de voir ça comme une métaphore du réchauffement climatique. Ça vous inspire? Ça m'inspire parce qu'on voit quand même qu'il y a parfois des courants de désinformation. Le réchauffement climatique n'est pas dû à l'homme. Les éoliennes ne servent à rien. Donc, il y a quand même beaucoup de fake news qui parfois sont disséminées. Et voilà, moi, ça me choque. Et donc, je trouve que c'est une belle idée. Il paraît que vous êtes venu avec un petit quelque chose. Alors, aussi. Moi, je suis venue avec un super bouquin. C'est un polar. Le thème, et oui, c'est l'énergie. Ça m'aurait étonné. En fait, c'est un scénario un peu catastrophe, mais hyper réaliste. D'accord. L'auteur, autrichien, c'est extrêmement bien documenté et a essayé de montrer l'effet domino d'un blackout en Europe, qui commence dans une ville et puis petit à petit qui s'étend partout en Europe et qui montre finalement à quel point on est dépendant de l'énergie. Donc tout à l'heure, on disait, est-ce que l'énergie, les gens ne comprennent pas ? D'abord, c'est très pédagogique, c'est passionnant, donc voilà, je vous le conseille. C'est une fiction, c'est ça, c'est un polar. C'est une fiction, un polar avec, mais d'un très très grand réalisme, et on apprend beaucoup sur justement l'interconnexion entre les pays européens. C'est passionnant. Merci Catherine MacGregor d'avoir accepté le principe de cet échange. Je vous invite, chers amis, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cette chaîne YouTube, c'est une nouvelle chaîne YouTube d'entretien que vous pourrez suivre avec des dirigeants ou des dirigeantes d'entreprise, avec des personnalités politiques. Il y a les européennes qui arrivent bientôt et on parlera certainement d'énergie. Très bien. Ou des personnalités médiatiques. Merci encore Catherine MacGregor et n'oubliez pas de vous abonner.